Bonjour, je suis Nicolas Dufresne et vous écoutez La Fourmi dans la Coquille, le podcast pour sortir du dédale. Le métavers s'est dépassé, l'informatique quantique n'est toujours pas là, mais voici le nouveau trending topic, l'IA, l'intelligence artificielle. La Fourmi dans la Coquille, saison 1, l'IA statistique, un trou noir philosophique. Épisode 1, petite histoire de l'intelligence artificielle. 2 ans après la sortie de ChatGPT par OpenAI, suffisamment de temps est passé pour prendre du recul et réfléchir à cette nouvelle mode et à ses différents impacts. Dans cette première saison du podcast, je vous propose de réfléchir ensemble au sujet de l'IA à la croisée du développement, de la technique et des métiers créatifs qui sont mes domaines d'expertise. Dans mon quotidien, j'ai un pied à la fois dans un métier créatif en tant qu'artiste et artisan de la production de cinéma d'animation, et j'ai un pied dans la technique en tant que développeur d'outils informatiques libres et open source pour la production audiovisuelle. C'est donc très naturellement que j'ai observé le récent développement des grandes intelligences artificielles génératives et grand public au prisme de cette double expérience artistique et technique. J'ai passé 2 ans depuis la sortie fracassante de ChatGPT à réfléchir et analyser le fonctionnement de ce genre d'IA et ses conséquences avant d'écrire sur le sujet et de me lancer dans l'enregistrement de ce podcast. Si, bien sûr, nous reviendrons sur le sujet, nous n'aborderons pas en grand détail les impacts sociaux, économiques et environnementaux de l'IA. Non pas qu'ils soient pas importants, bien au contraire, mais les sources d'informations sur le sujet ne manquent pas. Oui, l'IA peut poser de graves problèmes socio-économiques. Oui, elle est une catastrophe en termes de consommation de ressources naturelles et d'énergie. Et j'ajouterai à ces impacts l'important problèmes créatifs et philosophiques posés par les intelligences artificielles statistiques, génératives et leurs usages. Dans ce premier épisode, nous allons tenter, à travers un résumé de l'histoire de l'intelligence artificielle, d'apporter une définition à ces termes, ou au moins de comprendre quels concepts se cachent derrière l'intelligence artificielle, pour mieux savoir en évaluer les impacts et pour avoir les outils pour en parler dans les épisodes qui vont suivre. J'étais gamin dans les années 90 et en 92 est arrivé à la maison un ordinateur. On a eu de la chance, c'était pas très courant à l'époque. Ça tournait sous Windows 3.1 avec 256 malheureuses couleurs, 640 pixels de large, 480 pixels de haut, un timbre-poste comparé à un écran d'aujourd'hui. J'avais la chance aussi d'avoir un grand frère qui s'est assez vite passionné d'informatique et je crois que c'est lui qui m'a introduit à BASIC, un langage de programmation qui, comme son nom l'indique, est assez simple et qui a été fait en fait pour justement enseigner le code. Et donc j'ai découvert très vite 2 petites fonctions, input-output. Input qui permet de demander quelque chose à l'utilisateur du programme qui va taper sa réponse en mode texte. Et output permet d'afficher la réponse du programme, d'afficher ce qu'on veut dire à l'utilisateur. Et en fait, du coup, je me suis rapidement aperçu que ça permettait de faire un programme qui permet de simuler une discussion avec les utilisateurs. Alors à l'époque, j'avais jamais entendu parler d'intelligence artificielle et encore moins du test de Turing qui permet d'évaluer l'intelligence d'un ordinateur en ayant une conversation avec lui. Mais j'ai quand même eu comme idée d'essayer de programmer un truc comme ça. Alors évidemment, j'avais besoin aussi de conditions. Si l'utilisateur dit telle chose, alors la réponse est telle autre chose. Et puis assez vite, je me suis heurté un petit peu à un problème de méthode. Comment faire pour que ça fonctionne et pour qu'on y croie à cette conversation? C'était mon but, c'était de me faire passer pour un humain, ou en tout cas de faire passer mon ordinateur pour un humain. Et du coup, ma première idée a été de faire tourner ce programme avec différentes personnes, et puis de les observer. Et que toute question qu'on pose au programme qui connaît pas encore, je l'aurais enregistré et j'aurais programmé des réponses possibles pour l'intégralité des questions qui risquent de tomber. C'est de la force brute, c'est pas très malin, je me suis rendu compte très très vite que c'était pas hyper pratique et que ça allait surtout me prendre 300 millions d'années de réussir à faire un truc un peu crédible comme ça, donc j'ai abandonné cette voie-là rapidement, et puis ça m'intéressait pas trop, je me suis vite rendu compte que ça allait être vachement rébarbatif et pas très rigolo à faire. Et du coup, je me suis un peu intéressé à l'autre approche. À l'époque, je me suis dit, tiens, ouais,
Est-ce qu'on pourrait pas, si la personne me dit par exemple Salut, comment tu t'appelles ?» ou qu'elle me dit Comment t'appelles-tu ?» Dans ces différentes formulations, finalement, c'est la même réponse qu'on peut proposer, et peut-être qu'on peut voir des points communs entre différentes phrases, en tirer des infos, savoir quels mots sont dans la phrase et sont importants pour essayer de deviner ce que l'utilisateur essaie de nous dire et ce qu'on peut lui répondre. Alors, à l'époque, j'avais aucune idée de ce que c'était la syntaxe et la grammaire. Alors, la grammaire, j'en avais entendu parler un petit peu à l'école, mais j'étais pas super fan, et puis j'avais pas trop fait le lien avec mon petit hobby de programmage d'agent conversationnel, comme on dirait aujourd'hui. Toujours est-il que c'est la voie que j'ai essayé de suivre. Bon, j'ai abandonné assez vite, parce que pareil, il me manquait quelques connaissances pour être capable de faire ce genre de truc, évidemment. N'empêche que cet exemple, il est intéressant, parce qu'il montre deux approches de développement de l'intelligence artificielle qui sont toujours en compétition aujourd'hui. D'un côté, on a l'intelligence artificielle qu'on va dire symbolique ou analytique, qui est celle qui connaît les règles, celle qui est vraiment intelligente, entre guillemets. Et de l'autre côté, on a l'intelligence artificielle statistique, qui, elle, utilise des réseaux de neurones, on reviendra là-dessus un peu plus en détail un peu plus tard, qui est beaucoup plus stupide et qui tient plus de la force brute. C'est ce qu'on va voir ensemble à travers une petite histoire de l'intelligence artificielle, histoire de comprendre ce qui se passe derrière ce mot IA qui veut tout et surtout rien dire. L'IA semble être le nouveau concept révolutionnaire et tendance des entreprises de la tech. En fait, depuis les années 2000, le monde numérique et ses gadgets sont passés par pas mal d'évolutions, de révolutions, de soi-disant ruptures, de modes divers et variés, de sujets tendances. Ça a un peu commencé, dans mon souvenir, par les réseaux sociaux, qui ont phagocyté et centralisé les blogs personnels qu'on pouvait avoir avant, créant et accaparant le data business, une économie de la collecte, de la privatisation et de la revente des données, publiques, statistiques ou personnelles, et leur transformation en produits d'influence et de manipulation marketing, politique, religieuse, idéologique, mais surtout massive. Il y a eu l'arrivée des smartphones qui ont étendu cette collecte des données aux individus dans leur vie quotidienne sans interruption, alors qu'avant ça, on collectait les données sur les ordinateurs partagés dans les foyers, auxquels on avait accès une fois de temps en temps. Il y a eu plus récemment le métaverse, ce concept un peu flou émanant de la société Facebook, qui a été aussi vite oublié qu'il a été tendance auprès des médias, facilement influencé et manipulé par les annonces, pourtant vides de sens, de la multinationale. Et puis, la dernière tendance en date, c'est l'intelligence artificielle. On va essayer de prendre un peu de recul ici, et de se demander ce que c'est, ce que ce n'est pas, malgré le brouhaha constant qui accompagne ces IA. J'ai une petite citation de Sam Altman ici, le dirigeant de OpenAI, créateur de ChatGPT, qui nous dit « Je pense que l'IA nous fait réfléchir plus fort à ce que nous faisons ». Oui, enfin, moi j'ai pas attendu l'IA pour commencer à réfléchir, mais si Sam Altman commence à y réfléchir, c'est peut-être pas mal, on est peut-être sur la bonne voie finalement. Le terme intelligence artificielle a en fait été introduit en 1956, ce qui fait que c'est pas très très nouveau en réalité, par John McCarthy aux États-Unis. Mais le concept avait déjà été exploré aussi bien par la science-fiction que la philosophie. On peut noter d'ailleurs, à travers l'histoire de la philosophie, qu'il y a un lien intime entre la formalisation du raisonnement, la compréhension de la logique, des démonstrations, et la création de machines et d'automates, qui sont les précurseurs lointains de l'ordinateur et de l'intelligence artificielle. On peut remonter au moins jusqu'au Moyen-Âge et Raymond Lull au XIIIe siècle, un philosophe et théologien qui avait créé une machine qui s'appelait l'ars magna, ce qui veut dire le grand art en latin, qui était faite de cadrans, de roues, de leviers, et qui servait à démontrer la vérité d'un postulat. Bon, en réalité, à l'époque, c'était pas n'importe quel postulat, le but était de prouver aux musulmans que c'est les chrétiens qui avaient raison. En tout cas, c'est un premier exemple de machine à démontrer, une brique de ce qui deviendra l'ordinateur. 4 siècles plus tard, Leibniz crée la première machine à calculer effectuant les 4 opérations mathématiques, toujours sans électricité évidemment, avec des roues et des mécanismes et un cadran.
Mais surtout, il a poussé l'idée beaucoup plus loin en inventant le concept d'un langage universel qu'il a appelé la Characteristica Universalis, associé à une machine, le Calculus Ratiocinator. Une machine qui aurait été programmable dans le but de déterminer, de démontrer n'importe quel résultat logique. Alors, faut savoir que Leibniz était un philosophe rationaliste, il adorait la logique, comme Descartes et Spinoza, et il pensait qu'on pouvait accéder à n'importe quelle vérité absolue et universelle au moyen de démonstration, et il avait donc imaginé son calculus ratiocinator dans ce but-là. Alors malheureusement, il n'a jamais construit la machine, mais si on y réfléchit un petit peu, ça ressemble quand même furieusement à un ordinateur et sa caractéristique universelle, son langage universel, ressemble furieusement à un langage de programmation. Alors c'est intéressant de savoir que cette idée de langage universel de Leibniz, c'est ce qui a inspiré l'espéranto au XIXe siècle, mais aussi, surtout, sous son aspect logique, c'est même devenu un vrai langage de programmation qu'on appelle le Prolog, qui est encore en usage au XXIe siècle, qu'on peut donc remonter à cette Characteristica Universalis de Leibniz. Alors évidemment, tout ça, ce sont des briques ajoutées les unes aux autres. On passe notamment par Georges Boole et la logique qu'on appelle booléenne, que ceux qui font un peu d'informatique connaissent bien, et ceux qui font la 3D aussi. L'histoire des sciences est une histoire collective et chacun construit sur les acquis des autres, et ça nous amène doucement à 1936, où un certain Alan Turing a imaginé un modèle abstrait, dans le but de donner une définition précise au concept d'algorithme, qu'on peut aussi comprendre comme une procédure mécanique. En fait, ce qu'il a fait Turing à ce moment-là, c'est qu'il a fait une représentation abstraite des machines à calculer en tout genre, avant même que l'ordinateur existe. C'est ce qu'on appelle des machines de Turing. C'est quelque chose de très important. Une machine de Turing, c'est une machine capable de faire des raisonnements avec des algorithmes, c'est-à-dire qui, avec des informations en entrée, est capable de donner une réponse. Au-delà de ce développement et de cette formalisation de la logique et des raisonnements, des démonstrations, il y a aussi l'idée de modéliser et de reproduire l'intelligence, qui naît entre autres de la volonté de comprendre ce qu'on appelle le problème corps-esprit en philosophie. C'est-à-dire de savoir où naît l'esprit dans le corps humain, quel est le lien entre la physique du cerveau, la chimie du cerveau et l'émergence de la conscience notamment. Alors c'est une question qui est toujours sans réponse, mais pour explorer le problème, l'idée était d'analyser le fonctionnement du cerveau et en particulier aussi le fonctionnement individuel des neurones. Et c'est en 1943 que Walter Pitts et Warren McCulloch ont écrit un article extrêmement important dans l'histoire à la fois de l'intelligence artificielle et de la compréhension des neurones qui s'appelait « Un calcul logique des idées immanentes dans l'activité nerveuse ». En fait, dans cet article, ils décrivent le fonctionnement discret binaire des neurones avec seulement 2 états possibles, activés ou désactivés, qui est le résultat d'entrées multiples. Autrement dit, qui ressemble très très fort à un algorithme ou une machine de Turing. En fait, on comprend à l'époque que les neurones sont capables de réaliser un calcul logique sur le même principe binaire que ce qu'on appelle les portes logiques qui sont au cœur des puces informatiques, au cœur des processeurs et du fonctionnement des ordinateurs aujourd'hui. Et donc cet article, malgré de nombreux présupposés qui ont ensuite été démentis, a grandement inspiré la conception des premiers ordinateurs. Pitts et McCulloch, ils proposent aussi en même temps le premier modèle mathématique du fonctionnement logique de ces neurones. Et ça, c'est ce qui sera à la base de ce qu'on appelle les réseaux de neurones artificiels aujourd'hui, qui sont eux-mêmes au cœur de l'intelligence artificielle statistique. On voit bien que dès l'origine, le développement des ordinateurs, il s'est fait avec l'idée de mimer le fonctionnement des neurones et du cerveau de manière plus ou moins simplifiée. C'est pas quelque chose de nouveau qui serait apparu dans les années 2000 avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Tout ce que je viens de vous raconter là se passe avant la création du premier ordinateur, et encore une fois, on voit bien qu'il n'y a pas vraiment de révolution technologique, il n'y a pas vraiment de révolution scientifique. On construit les choses progressivement, et contrairement à des arguments marketing qui nous parlent de disruption, on est en fait en général dans un continuum, dans une évolution finalement très très progressive, où chacun construit sur les bases des générations précédentes. L'histoire du premier ordinateur est bien connue, il a été créé par une équipe dirigée par Alan Turing.
Le but était de craquer le code des messages cryptés par l'armée allemande à travers sa machine Enigma, qui n'était pas un ordinateur, qui était une machine mécanique, à la manière des machines à calculer du Moyen-Âge et de Leibniz par exemple. Et c'est quelques années après, en 1950, que Alan Turing publie un article important, Computing Machinery and Intelligence, dans lequel il a proposé son fameux test pour évaluer l'intelligence apparente d'une machine. Vous savez, ce test dans lequel un sujet humain échange verbalement et à l'aveugle avec à la fois un humain et un ordinateur. Si le sujet humain n'est pas capable de différencier ces deux interlocuteurs, s'il confond l'ordinateur et l'humain, on considère alors que l'ordinateur et son logiciel ont passé le test avec succès, qu'ils sont intelligents. Il reste une question philosophique qui n'est pas résolue à ce jour. Est-ce que le test de Turing, il évalue seulement l'apparence de l'intelligence ? Ou, comme le considère Turing lui-même, est-ce que c'est assimilable à l'intelligence elle-même ? C'est-à-dire que selon Turing, il n'y a pas d'imitation de l'intelligence. À partir du moment où on ne sait pas faire la différence, c'est que l'ordinateur est intelligent, point barre. C'est une question passionnante, mais qu'on pourrait peut-être approfondir plus tard. En tout cas, c'est intéressant de noter que dès l'origine, notamment à travers ce test de Turing, l'IA est indissociable de la linguistique. C'est très très basé sur le langage, la manière à la fois dont on conçoit et dont on évalue les intelligences artificielles. On voit aussi que dès leurs origines, l'informatique et l'intelligence artificielle, quelle que soit la définition qu'on en fait aujourd'hui, sont complètement indissociables. Après la création du premier ordinateur, le travail sur l'intelligence artificielle commence très vite dès les années 60, et dès le début, il y a deux conceptions qui s'opposent. On revient à ce que je disais en introduction. D'un côté, il y a les méthodes analytiques et déterministes, celles qui sont basées sur la logique et qui vont faire les intelligences artificielles qu'on dit symboliques. Et de l'autre côté, il y a les méthodes qui vont s'inspirer plus directement du fonctionnement des neurones et de leur apprentissage. Du côté logique et symbolique, on utilise en fait des algorithmes où les solutions sont les résultats d'un enchaînement déterministe de raisonnement logique, c'est-à-dire que des problèmes identiques posés selon des termes équivalents aboutissent à des solutions qui sont identiques. On retrouve des processus équivalents chez l'humain qui sont en fait le raisonnement logique tout simplement, qui est fortement basé sur le langage et qui semble même dépendre du langage. Et d'ailleurs, en informatique, on utilise aussi des langages pour ces méthodes, les langages de programmation. Le premier programme informatique qu'on pourrait qualifier d'intelligence artificielle a été conçu comme ça. Non pas avec des neurones, mais bien avec une programmation analytique et des algorithmes. Ça s'appelait Logic Theorist, c'était en 1956. Le but était justement de reproduire les compétences de résolution de problèmes de l'être humain, et notamment de prouver des problèmes mathématiques. Il y a toute une histoire comme ça d'ailleurs de l'intelligence artificielle utilisée pour faciliter les preuves mathématiques. Ce programme a été suivi en 1966 par le très célèbre ELIZA, un programme qui simulait une conversation avec un psychothérapeute et abordait donc l'intelligence artificielle sous le prisme du test de Turing. Et c'est d'ailleurs un des premiers programmes qui était sur le point de passer le test et donc d'être considéré comme intelligent. De l'autre côté, on a les méthodes statistiques qu'on pourrait éventuellement lier à ce qu'on appelle l'instinct chez l'être humain, qui sont beaucoup plus compliqués à modéliser, notamment sur un ordinateur, puisqu'un ordinateur est une machine de Turing, autrement dit, il est par essence déterministe, logique et mathématique. Il n'y a pas vraiment d'instinct chez l'ordinateur. Ces méthodes, elles nécessitent un apprentissage, en fait, un apprentissage statistique, à la place d'une analyse symbolique. Si on réussit ça, ça permet une résolution beaucoup plus rapide des problèmes, mais avec une fiabilité, une rationalité qui va être réduite. Dans ce cas, des problèmes identiques peuvent amener à des solutions différentes. C'est là la grosse différence avec un algorithme, c'est que les raisonnements ne sont pas nécessairement reproductibles. Ces raisonnements ne dépendent pas du langage, c'est un niveau plus bas des processus cognitifs qu'il faut s'intéresser pour les comprendre et les reproduire, en l'occurrence le fonctionnement des neurones. Et c'est comme ça que l'informatique aborde le problème en essayant de reproduire le fonctionnement des neurones
de manière simulée et numérique. Ce travail commence en informatique dès 1957 avec le perceptron. Ça, c'est bien un nom de l'époque. C'est Frank Rosenblatt qui a inventé ça aux États-Unis toujours. Le perceptron est un algorithme, c'est bien un programme informatique, mais il modélise un neurone, c'est-à-dire qu'il est la représentation mathématique d'un neurone biologique. Il possède plusieurs entrées, ce qui correspond à ce qu'on appelle les dendrites sur le neurone biologique, les connexions en entrée, et une seule sortie, un résultat unique qui correspond aux synapses du neurone biologique. Ce résultat est binaire, c'est-à-dire qu'il correspond à l'état actif ou inactif du neurone biologique, tel que Pitts et McCullough l'ont décrit en 1943. Et les valeurs en entrée, les multiples valeurs en entrée, elles sont pondérées, elles ont un coefficient. Et c'est ça qui permet l'apprentissage, la mémorisation, qui va être encodée dans le poids qu'on donne à chacune des entrées. Ça, c'est ce qui fait le perceptron, mais on y ajoute aussi la règle qui permet de définir ces poids, ces coefficients sur les valeurs en entrée automatiquement. Et c'est ça qu'on appelle l'apprentissage automatique. Quand on lui donne une règle, on appelle aussi ça l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire que l'apprentissage se fait en fonction de règles qu'on donne aux neurones. Tout ça, c'est ce qui a été publié en 1957 et c'est encore ce qu'on utilise aujourd'hui en intelligence artificielle. On base encore tout sur le perceptron. Encore une fois, on voit que c'est pas franchement nouveau. Tous les systèmes d'apprentissage modernes sur lesquels sont construites les IA utilisent ce principe-là. Simplement, ils combinent un très grand nombre de neurones, de perceptrons, et on les regroupe en couches. On a la couche de neurones artificiels à l'entrée qui reçoivent le signal qu'on veut analyser, et on a une couche de neurones à la sortie qui donne le résultat. Entre deux, on ajoute d'autres couches de neurones, c'est organisé en couches, en calque, pour ceux qui utilisent Photoshop, c'est un peu la même notion. Et si on veut augmenter la complexité des données en entrée, autrement dit la complexité des problèmes à résoudre, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter le nombre de neurones et le nombre de couches, tout simplement. C'est de la puissance de calcul brute, voire brutale. Et quand ce nombre de couches de neurones est élevé, supérieur à 4, 5, voire une dizaine, alors on appelle plus ça l'apprentissage automatique, mais l'apprentissage profond. En anglais, on dit machine learning pour apprentissage automatique et deep learning pour apprentissage profond. Ce qui explique le nom de Deep Blue ou Deep Mind, ces noms d'intelligence artificielle très connus. Tous ces concepts-là datent de la fin des années 50 et des années 60. Encore une fois, c'est pas très nouveau. Tout ça, on sait le faire déjà depuis plus de 50 ans. C'est en 1959 qu'un certain Arthur Samuel a introduit l'expression machine learning, apprentissage automatique. C'était pour décrire son jeu de dames qu'il avait conçu chez IBM. Arthur Samuel était vraiment un pionnier du jeu sur ordinateur et de l'intelligence artificielle. Il est aussi considéré comme un fondateur de l'apprentissage automatique. Alors le problème avec cette méthode d'apprentissage automatique, c'est que c'est très gourmand en calcul. On peut empiler plein de neurones, il faut que derrière, il y ait un ordinateur qui soit capable de calculer tout ça. Et du coup, on a créé des machines dédiées à ce mode de calcul très vite. Une des premières qui a été faite était capable de reconnaître des images numériques monochromes. Chaque neurone lisait les valeurs allumées ou éteintes de chaque pixel. Et alors, comme d'habitude, les développeurs à l'époque voulaient appliquer ça à la reconnaissance de texte et faire un truc utile, sauf que ils étaient financés par la marine américaine. Et du coup, ils ont plutôt été orientés vers l'espionnage et la reconnaissance aérienne. C'était un problème nettement plus compliqué, et cette voie s'est rapidement heurtée à des problèmes d'échelle. Ces techniques étaient prometteuses, mais c'est quand même resté très inefficace en raison du nombre de neurones nécessaires pour obtenir des résultats un peu significatifs par rapport au manque de puissance de calcul de l'époque, et même la difficulté de collecter suffisamment de données pour l'apprentissage du programme. Du coup, en 1969, Marvin Minsky et Seymour Papert ont publié un article sévère qui s'appelait Perceptron au pluriel, dans lequel ils démontent un peu l'idée qu'on puisse créer une intelligence artificielle avec ce système d'apprentissage automatique à base de neurones artificiels. La recherche à ce moment-là en intelligence artificielle est rentrée dans une phase qu'on appelle l'hiver de l'intelligence artificielle. D'après Minsky et Papert, imiter un cerveau est beaucoup trop compliqué. Cette méthode empiriste qui part de la perception pour aller vers la pensée n'est pas la bonne.
Eux, ce qu'ils préconisaient, c'était une voie rationaliste, celle des idées, des raisonnements appliqués, de la logique, à travers des langages de programmation. Le truc, c'est que ces deux voies sont en concurrence intellectuellement, bien sûr, mais aussi financière. C'est que toute la recherche sur l'intelligence artificielle à l'époque est faite aux États-Unis et elle dépend des subventions de l'armée américaine, de ce qui deviendra la DARPA. La recherche sur les réseaux de neurones, sans être complètement abandonnée, a été fortement ralentie jusqu'à la fin des années 90. C'est en 97 que tout ça a un peu rebondi avec la très forte médiatisation de la victoire de Deep Blue, l'ordinateur d'IBM qui a gagné aux échecs contre le champion du monde Garry Kasparov. Cette victoire-là a inspiré pas mal d'autres projets, en particulier Watson, encore chez IBM, qui a gagné le jeu Jeopardy. Vous savez, ce jeu télévisé états-unien, qui date de 1964, c'est un des plus vieux jeux télévisés qui existent, où les candidats doivent deviner des questions à partir de plusieurs réponses possibles. Et Watson a gagné ce jeu, Jeopardy, en 2011. Alors, Deep Blue, qui joue aux échecs, avait un truc particulier, c'est que, originellement, il utilisait une intelligence artificielle symbolique, logique, qui connaissait et qui appliquait les règles du jeu des échecs. Et en fait, à partir de ces règles, il calculait les combinaisons possibles à jouer en fonction de ce que fait l'adversaire. Et parmi toutes ces combinaisons possibles, choisissait la meilleure, celle qui avait le plus de chances de le guider vers la victoire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça marchait pas. Enfin, ça marchait très bien, ça a battu beaucoup de monde, mais c'était pas suffisant pour battre Garry Kasparov. Parce qu'en fait, aux échecs, il y a trop de combinaisons possibles. L'ordinateur, il pouvait pas prévoir tous les coups dans le temps imparti. Il analysait quand même 200 millions de coups par seconde. C'est quand même un truc de dingue. Et malgré tout, c'est pas suffisant pour battre Garry Kasparov. Donc IBM a un peu revu sa copie. Et pour ça, ils ont ajouté d'abord une mémoire de plusieurs milliers d'ouvertures. Les ouvertures, c'est les premiers coups qu'on pesait aux échecs. Ils ont donc ajouté une mémoire de plusieurs milliers d'ouvertures différentes dans lesquelles le programme pouvait choisir. Et puis ils ont aussi ajouté de la force brute. C'est-à-dire qu'ils ont programmé un très grand nombre de fins de partie possibles quand il reste 6 pièces sur l'échiquier. Et ils ont carrément programmé toutes les fins de partie possibles quand il y a moins de 6 pièces sur l'échiquier. Comme ça, la machine n'avait plus qu'à sélectionner celles qui fonctionnent, puisqu'elle les connaissait absolument toutes, sans avoir à les analyser, rien du tout. C'est vraiment de la force brute. Et puis entre les deux, entre l'ouverture et la fin de partie, là, c'est une analyse statistique qui a été introduite, qui était effectuée sur plusieurs centaines de milliers de parties de grands maîtres des échecs. Et là, on est bien dans du réseau de neurones tout à fait banal, qui existait déjà depuis au moins 30 ans. Et c'est ça, en fait, qui a permis de battre Garry Kasparov. En parallèle de ces grandes entreprises qui font joujou avec leurs intelligences artificielles, il y a quand même quelques scientifiques qui continuent de s'intéresser au fonctionnement du cerveau et de la conscience, et qui creusent l'idée de simuler le cerveau en utilisant des neurones virtuels pour mieux le comprendre. Alors par exemple, dans une étude de 2007, publiée en 2008 dans PNAS, une équipe a fait tourner une simulation d'1 million de neurones et d'un demi-milliard de synapses pour modéliser une toute petite partie du cerveau humain. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant ça, il fallait quand même 1 minute pour simuler chaque seconde réelle dans le cerveau, et ça après 10 minutes d'initialisation du modèle. Vous voyez que en 2007, on se heurtait toujours à quelques soucis de performance des ordinateurs. Et du coup, toutes ces expérimentations se limitent à des problèmes assez restreints en réalité, c'est-à-dire des jeux avec des règles très précises, des simulations très très limitées, parce que en fait, ça coûte extrêmement cher, parce qu'on manque de données d'apprentissage et parce qu'on manque de puissance de calcul pour aller vers des applications qui soient plus générales. Il a fallu en fait le Web 2.0 et les réseaux sociaux dans les années 2010 pour obtenir un accès plus facile à une quantité gigantesque de données, avec le data business entretenu par les réseaux sociaux, les moteurs de recherche et tous les acteurs de la publicité de la consommation en ligne, y compris les plateformes vidéo. Et grâce à ça, c'est en 2012 qu'un réseau de neurones développé par Google est parvenu à reconnaître des visages humains et des chats dans des vidéos sur la plateforme YouTube. Et puis c'est aussi en 2012 qu'une étape hyper importante a été franchie concernant la puissance de calcul avec un réseau de neurones qui s'appelait AlexNet.
C'était le premier fonctionnant grâce à des processeurs graphiques. Alors les processeurs graphiques, ceux qu'on a sur nos cartes graphiques, ce qu'on appelle les GPU, ils sont originellement spécialisés dans le traitement des pixels. Et pour traiter les pixels, ils permettent de nombreux calculs en parallèle. Et c'est là que les étudiants, parce que c'est des étudiants qui ont développé AlexNet, ils se sont dit que ce serait peut-être pas déconnant d'utiliser un processeur graphique pour profiter de ces très nombreux calculs en parallèle. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à faire un très grand bond en avant dans les capacités de calcul des réseaux de neurones. Ce qui est intéressant, c'est de noter que AlexNet, ce réseau de neurones, ce premier réseau de neurones sur processeur graphique, est ce qu'on appelle un réseau neuronal convolutif. Et ça permet de grosses économies de calcul grâce à un système de sous-échantillonnage des données. Autrement dit, on va diviser les données en secteurs, en blocs, en une grille. Si on parle d'une image, on en fait une grille et on analyse chacun des blocs indépendamment. Le cortex visuel fonctionne comme ça, et assez logiquement, c'est important dans l'histoire de l'intelligence artificielle, parce que c'est ça qui permet la reconnaissance d'images et de vidéos aujourd'hui. Mais c'est aussi là-dessus que fonctionnent les systèmes de recommandation, les algorithmes sur les réseaux sociaux ou les sites marchands qui vous font des recommandations en fonction de votre historique. Et c'est aussi le système à la base du traitement du langage naturel, comme par exemple ce que fait ChatGPT. Donc ça, c'était en 2012. C'est en 2015 que, du côté de ceux qui font joujou, on atteint un peu le but ultime de ce qu'a initié Deep Blue en 1997 avec les échecs. C'est donc en 2015 qu'un programme appelé AlphaGo, développé par Google, gagne contre un des meilleurs joueurs humains au jeu de Go, qu'on considère comme le jeu de plateau le plus difficile au monde. Et puis là, on avait un peu tous les outils en main pour atteindre les intelligences artificielles qu'on a aujourd'hui, ChatGPT, et les générateurs d'images comme Midjourney, ou Firefly chez Adobe, ou Runway, toutes ces choses-là. Sauf que, il a fallu que quelques années finalement pour atteindre déjà une nouvelle limite. Bah oui, parce que les plus grandes IA, aujourd'hui, que ce soit les modèles de langage ou celles qui font des images, elles ont déjà été entraînées sur toutes les données disponibles sur Internet. Oui, tout Internet a déjà servi à entraîner les IA. Et donc, parallèlement à l'augmentation de la puissance de calcul et de la mémoire des systèmes, on commence à entraîner les nouvelles IA avec du contenu généré par d'autres IA. Et oui, voilà la bonne idée du futur, puisque les humains n'ont pas créé suffisamment de choses pour entraîner des IA, et ben les IA vont s'entraîner avec d'autres IA. C'est pas de la fiction, des chercheurs chez Microsoft en 2023 ont expliqué dans leur article comment ils ont utilisé les résultats de ChatGPT 4 pour entraîner de plus petits modèles de langage et leur apprendre à faire parler anglais correctement. Et pendant ce temps-là, l'IA continue de s'insinuer dans nos vies. Je pense par exemple à la conférence annuelle destinée aux développeurs de Apple du 10 juin 2024, où ils présentent les fonctionnalités qui utilisent l'IA sur les iPhones, et ils actent notamment l'intégration imposée, on n'a pas le choix, de l'IA dans tout l'environnement numérique. Ce qui laisse peu de doute au fait que Microsoft et Google vont suivre le même chemin pour Windows, Android et même le navigateur Chrome, et l'IA va ainsi pouvoir envahir l'immense majorité des appareils numériques. C'est une belle illustration du boom de l'IA du début des années 2020, un développement aussi rapide que possible, par la force une intégration imposée pour des usages aussi indispensables que, par exemple, la génération d'émojis personnalisés dans les conversations, le trucage des photos de vacances ou le fait de pouvoir s'adresser à voix haute en langage naturel à son téléphone pour ouvrir une application et y copier du texte. Et tout ça, je ne l'invente pas, c'était bien dans les annonces faites par Apple lors de sa conférence du 10 juin 2024. Ce qui est sympa, c'est qu'en étant capable de lire le contenu intégral des appareils numériques, de reconnaître les personnes sur les photos, cette IA, elle est aussi une belle nouvelle technique potentielle de récolte des données personnelles. Et elle perfectionne bien, comme ça, le rôle premier des smartphones qu'on pourrait plutôt appeler des spyphones.
spy signifiant espion en anglais. Et voilà comment, en une petite dizaine d'années, l'IA statistique est passée d'un outil de recherche scientifique sur le cerveau à un produit grand public, après avoir siphonné quasiment l'intégralité d'Internet, en s'entraînant aussi d'elle-même, et puis en s'insinuant dans les objets du quotidien, par la volonté de quelques grandes entreprises privées qui sont les seules détentrices des ressources nécessaires à un développement aussi rapide. Qu'y a-t-il derrière les mots intelligence artificielle ? Le mieux est encore de voir ce qu'en dit John McCarthy, qui a inventé le terme. Il a écrit en 2007 que l'intelligence artificielle, selon lui, c'est la science de l'ingénierie de la fabrication de machines intelligentes et en particulier de programmes informatiques intelligents. Bon, ça nous dit pas grand-chose. En gros, l'intelligence artificielle, c'est le fait de faire la science de la fabrication de machines intelligentes. Bon, on tourne un peu en rond. La suite est plus intéressante. Elle est liée à la tâche similaire qui consiste à utiliser les ordinateurs pour comprendre l'intelligence humaine. On voit que pour John McCarthy, l'intelligence artificielle est indissociable de la recherche sur l'intelligence humaine et que en fait, c'est un moyen de modéliser l'intelligence humaine pour mieux la comprendre. Il dit aussi que l'IA ne doit pas se limiter aux méthodes qui sont biologiquement observables. Autrement dit, il laisse aussi la porte ouverte au fait que les intelligences artificielles puissent être une intelligence qui fonctionne complètement différemment de l'intelligence humaine et non biologique. Alors on l'a dit, ça ne nous avance pas des masses si on n'a pas une définition un peu précise de l'intelligence. Le problème, c'est que la philosophie, autant que la biologie, sont à peu près incapables de nous donner cette définition. On sait juste que les frontières de l'intelligence sont plutôt floues, que la définition qu'on en a, elle est très imprécise, et elle est difficile, voire impossible à relier à des processus physiques et objectifs qui auraient lieu dans le cerveau. Ce qu'on peut acter en tout cas, c'est le fait que l'intelligence artificielle recouvre toutes sortes de machines, de programmes, d'algorithmes très très variés, aussi bien analytiques et symboliques que statistiques, comme on a pu le voir à travers l'histoire de l'informatique et de l'intelligence artificielle, et que la définition qu'on en donne, en fait, elle est purement fonctionnelle, elle décrit un usage, mais elle ne décrit pas ce que c'est et quel programme il y a derrière. En fait, depuis la sortie de ChatGPT en 2022, le terme IA a quand même vachement tendance à recouvrir uniquement l'apprentissage automatique et en particulier l'apprentissage profond, celui qui a beaucoup de neurones, beaucoup de couches de neurones, alors que avant ça, jusque-là, la plupart des algorithmes à l'usage du grand public étaient des programmes informatiques classiques, analytiques, algorithmiques, déterministes, avec une logique conçue et écrite par des développeurs. En fait, en réalité, avant ça, il y avait déjà des réseaux de neurones assez courants en informatique et utilisés. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu un réel changement d'échelle. D'un simple apprentissage automatique, on est vraiment passé à l'apprentissage profond. On a substantiellement augmenté le nombre de neurones dans les réseaux. En faisant abstraction de son usage potentiellement marketing et déconnecté de toute réalité, l'expression IA recouvre donc généralement un processus statistique fondé sur des réseaux de neurones potentiellement très nombreux. Et puis si on accole le terme générative à IA, l'expression représente un réseau de neurones suffisamment vaste pour être capable de générer du contenu original. On reviendra sur la notion de contenu original. En tout cas pour générer du contenu qui est construit statistiquement à partir d'un corpus de données d'apprentissage nécessairement absolument gargantuesque. Et attention, il ne faut pas confondre IA générative, qui fonctionne déjà aujourd'hui, qu'on utilise, avec IA générale, qui là est un concept purement théorique d'une IA qui serait non seulement générative, mais en fait aussi et surtout capable de résoudre toutes sortes de problèmes et d'effectuer des raisonnements logiques et analytiques à la manière du cerveau humain, et en fait, en conclusion, de résoudre tout problème que l'humain serait aussi capable de résoudre, et au-delà. On voit donc qu'il y a une gradation, une échelle des intelligences artificielles. Elles ne se valent pas toutes, ça va du plus simple, du plus petit des réseaux de neurones d'apprentissage automatique, très très spécialisés, à l'apprentissage des plus profonds sur des réseaux de plusieurs millions de neurones, et jusqu'à plusieurs trillions de connexions. ChatGPT-4, c'est 1,75 trillion de connexions, donc des choses absolument gigantesques.
Bien que le terme IA soit très à la mode et nous pousse à l'utiliser pour un peu n'importe quel réseau de neurones, les petits réseaux spécialisés sont déjà utilisés depuis plusieurs années, bien avant cette mode, notamment dans le traitement de l'image. On a par exemple le Content Aware Field dans Photoshop, développé par Adobe, le remplissage intelligent qui permet de compléter des morceaux d'images manquantes, qui existent aussi dans After Effects. Ces outils-là sont utilisés par de nombreux graphistes depuis bien avant ChatGPT. En fait, les problèmes les plus graves de ce qu'on appelle l'IA, c'est bien cette course à la démesure, c'est le fait de ne pas rester raisonnable. Effectuer les calculs nécessaires à la simulation d'une telle quantité de neurones et de connexions, ça nécessite une infrastructure complètement démesurée. Du coup, l'IA elle a un impact direct sur les besoins en composants informatiques du monde entier et donc sur l'extraction minière des métaux et des terres rares. Et on sait que ça se fait au détriment de l'environnement autant que des populations locales. Cette extraction, elle est faite en général dans des pays pauvres et ou en guerre. Et puis une fois assemblés en centre de données et de calcul, tous ces matériaux consomment une énergie absolument énorme. C'est pas pour rien que Microsoft et Google investissent dans le nucléaire aux États-Unis. Oui, vous avez bien entendu. Microsoft vient de passer un contrat pour rouvrir un réacteur nucléaire sur l'île de 3 Mile Island. C'est un joli symbole quand on sait que c'est sur cette île et dans ce même complexe nucléaire qu'a eu lieu le plus grave accident nucléaire avant Tchernobyl. Ça devrait peut-être nous faire nous poser 2-3 questions sur les consommations de l'intelligence artificielle. En tout cas, oui, il faut des réacteurs nucléaires pour alimenter tout ça. Et en plus, la majorité de cette énergie, elle est quand même perdue sous forme de chaleur, comme dans n'importe quel serveur informatique. Et ben, les composants, ça chauffe. Donc on perd de l'énergie inutilement, et surtout il faut les refroidir. Et comment on refroidit un serveur informatique ? Eh ben on utilise de l'eau. On prélève d'énormes quantités d'eau pour refroidir le bâtiment. Soit dit en passant, c'est pas comme si les conflits autour de l'eau, on les voyait pas venir. Quand la construction de méga-bassines d'eau à usage agricole industriel provoque d'immenses manifestations en France, c'est bien parce que tout le monde s'inquiète un petit peu de la quantité de la ressource disponible. C'est peut-être pas le moment de construire de nouveaux gigantesques serveurs informatiques qui vont eux aussi aller puiser dans cette eau qui commence à manquer. Il faut quand même savoir que Google, Microsoft et compagnie avaient promis la neutralité carbone en 2030 et ils ont tous complètement abandonné ces objectifs justement à cause de la course à la puissance de l'IA dans laquelle ils sont lancés. Parce que oui, les progrès de l'IA ne se font pas grâce à des concepts nouveaux, mais bien seulement grâce à l'augmentation de la taille et la multiplication du nombre de réseaux de neurones, et donc de la puissance de calcul nécessaire. Mais c'est pas tout, c'est pas simplement une simulation qui tourne sur des serveurs informatiques démesurés, l'intelligence artificielle. Faut aussi collecter les données d'apprentissage, et en collecter toujours plus. Du coup, les concepteurs des IA, ils ont rapidement, mais tout à fait consciemment, décidé de faire fi de toute loi sur le copyright, les droits d'auteur, les propriétés industrielles, intellectuelles, les licences open source. Ils ont purement et simplement volé tout le contenu public accessible en ligne. On le sait, c'est pas très secret. Par exemple, OpenAI a siphonné YouTube, ce qui était une violation directe des conditions d'utilisation de YouTube, et Google, la maison mère, a fermé les yeux. Pourquoi ? Pour la bonne raison qu'ils avaient besoin de faire pareil pour leur propre IA, donc c'était pas trop le moment de l'ouvrir et d'aller embêter OpenAI sur le sujet. Et c'est pas tout, parce que avant même de commencer l'apprentissage de l'IA, il faut trier toutes ces données, il faut effectuer des classements. Et il faut dire que c'est une opération qui est vachement pas marrante. C'est typiquement le genre d'opération qu'on aimerait bien faire par une IA, sauf que l'IA n'existe pas encore, puisqu'on est en train de trier les données qui vont servir à entraîner l'IA. Donc l'IA, on l'a pas, donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, les grandes entreprises états-uniennes délocalisent ce travail-là auprès d'ouvriers sous-payés dans les pays les plus pauvres possibles. C'est d'ailleurs probablement les mêmes ouvriers qui seront utilisés pour aligner l'IA après son apprentissage. L'alignement, c'est le fait de tenter de corriger les biais introduits dans les données d'apprentissage, tout en corrigeant aussi les comportements indésirables de l'IA.
par exemple en détectant et en prévenant les comportements racistes, ou sa capacité à donner la recette des poisons ou expliquer la fabrication de bombes. Plus généralement, on s'assure en fait que l'IA remplit bien la tâche qu'on lui demande sans trop dévier, quelle que soit la tâche en question. Et donc, ce qu'on voit là, c'est que tout ça, ça se fait par des humains, de préférence sous-payés dans des pays pauvres. Et donc, en fait, loin de réduire la quantité de travail humain comme elle nous le promet, l'IA, elle ne fait que le délocaliser. Le travail que l'IA, elle fait économiser à ses utilisateurs dans les pays riches, il est largement compensé par celui allant de la mine jusqu'à l'ouvrier du clic. J'ai lu une étude qui montre bien que l'IA ne réduit pas globalement la quantité de travail humaine si on regarde les chiffres à l'international. Mais surtout, l'IA, en fait, elle fait plus que délocaliser le travail, elle remplace le travail intellectuel par un travail toujours plus rébarbatif et stupide, complètement vide de sens. Le classement des données, le contrôle des résultats de l'IA, c'est pas franchement intellectuellement réjouissant. On serait tenté, dans les pays riches, en voyant disparaître une partie du travail au profit de l'IA, de replacer l'IA dans un contexte d'automatisation du travail, tel qu'il a lieu depuis la révolution industrielle. Et on pourrait dire que finalement rien de bien nouveau sous le soleil, mais on vient de le voir, c'est bien possible que le problème soit bien plus grave que ça. Ajoutons que seules des entreprises aussi démesurées que ces nouvelles IA peuvent en financer le développement, d'autant plus que dans cette course, personne n'a trouvé le moindre modèle économique. Oui, toutes ces grandes IA fonctionnent à perte, et seules de trop grandes entreprises peuvent se le permettre. On peut dire que OpenAI c'est une start-up, mais c'est pas une petite start-up dans un garage. On parle de millions de milliards de dollars. Et on assiste donc à un accaparement des ressources, qu'elles soient minières, humaines ou culturelles, par quelques grandes entreprises qui n'ont qu'un but: faire monter la sauce pour attirer des investisseurs et faire monter le cours de leurs actions. Là, ici, rien de vraiment nouveau dans le monde de la tech et du capitalisme numérique, de l'économie de plateforme. Mais bon, c'en est pas moins un petit peu inquiétant. Dans les prochains épisodes de La fourmi dans la coquille, nous irons derrière l'intelligence artificielle statistique et nous découvrirons l'impact de l'usage des réseaux de neurones du côté des développeurs et de la technique informatique. Nous verrons les conséquences et les problèmes philosophiques posés par l'usage de ces IA, et nous reviendrons du côté du travail créatif et artistique pour voir que l'IA pose des problèmes semblables aussi à ses utilisateurs, que la question philosophique n'est pas à ignorer, qu'elle vient s'ajouter aux problèmes sociaux, économiques et environnementaux posés par l'IA. Nous comprendrons ainsi à la fin de ce podcast en quoi l'intelligence artificielle est un trou noir philosophique, mais surtout, grâce à ces réflexions, nous pourrons réfléchir à des améliorations et des propositions pour améliorer un peu l'état des choses, autant que faire se peut. Pour approfondir le sujet, je vous invite à vous rendre sur lafourmi.media et lire la documentation associée à chaque épisode, ainsi qu'accéder à toutes les sources. C'était La fourmi dans la coquille, le podcast qui cherche la sortie par Nicolas Dufresne. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ce podcast, et en particulier Anna Halsey. Tout au long de ce podcast, vous avez pu entendre des musiques de Aluminum Forest, Mountain Sounds et Christian Taus sous licence Creative Commons. Ce podcast est entièrement réalisé avec des logiciels libres et open source. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions et vos réactions à contact@lafourmi.media. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et sur notre serveur Discord disponible sur lafourmi.media. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast sur lafourmi.media où vous pourrez faire un don ou trouver des options pour un soutien régulier.